Épidémie de choléra au Niger, plus de 900 personnes contaminées et 13 autres décédées selon les autorités du pays. Élection présidentielle au Mali, les défis du futur dirigeant du pays dans cette édition. Puis 8e édition du tournoi de football des sourds de l'Afrique de l'Ouest, elle s'est soldée par la victoire de l'équipe du Mali. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Une épidémie de choléra a fait 13 morts sur un millier de malades recensés dans la région de Maradi, la capitale économique du Niger. L'information a été rendue publique par les autorités nigériennes et l'ONU ce samedi. Voici le point. L'épidémie de choléra a déjà touché plus d'1 millier de Nigériens et tué 13 personnes. Les malades, dont une cinquantaine, ont été recensés dans les quartiers de la ville de Maradi. Selon les autorités nigériennes et les organisations humanitaires travaillant dans le pays, 993 personnes souffrant de la maladie ont été recensées à la date du 7 août, notamment dans des quartiers de Maradi, la troisième grande ville du Niger. Parmi eux, des enfants âgés de 1 à 15 ans, selon les Nations Unies. Et selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA de l'ONU de Niamey, les 3 premiers cas ont été admis au centre de santé intégré de Nielwa dans la nuit du 4 au 5 juillet en provenance de Libya au Nigeria voisin. Des chiffres qui pourraient rapidement connaître une flambée en raison des inondations liées aux fortes pluies dans la zone infectée. Le ministre nigérien de la Santé assure toutefois que la situation est sous contrôle, soulignant que l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, Médecins sans frontières et la coopération italienne ont aidé à circonscrire l'épidémie. Le choléra est une infection épidémique contagieuse des intestins. Elle est causée par une bactérie. En Égypte, les forces de sécurité ont tué 12 suspects de terrorisme dans un affrontement dans le nord de la péninsule du Sinaï. Dans cette région, une vaste opération militaire cible le groupe État islamique. Reportage. Les échanges de tirs ont eu lieu dans la ville d'Al-Arish après que les autorités aient reçu des informations sur la présence d'éléments terroristes cachés dans la région, selon une source au ministère de l'Intérieur. 12 terroristes ont été tués sans faire état de victimes parmi les forces égyptiennes, a ajouté cette source sans préciser la date de l'affrontement. Des pistolets, des munitions et des engins explosifs ont été retrouvés sur les lieux. Selon des chiffres officiels, plus de 200 djihadistes et une trentaine de soldats sont morts depuis le lancement le 9 février dernier de l'opération militaire baptisée Sinaï 2018, visant à déloger des djihadistes de la branche locale de l'EI du nord du Sinaï dans l'est de l'Égypte. Le 5 août, l'armée égyptienne avait annoncé avoir tué 52 djihadistes au cours des derniers jours dans cette région. Pour rappel, depuis la destitution en 2013 par l'armée du président Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, les forces de sécurité affrontent dans le Sinaï des groupes extrémistes dont l'EI. Des centaines de policiers et des soldats ont été tués dans des attaques djihadistes. Les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé à plusieurs reprises les conséquences sur les populations civiles de la campagne menée par l'armée. Page politique, les Maliens étaient aux urnes hier dimanche pour le second tour de la présidentielle au Mali. Et en attendant le résultat du scrutin, quels sont les défis que devra relever le prochain dirigeant du Mali? Élément de réponse dans ce récit. Qu'il s'agisse de Soumaïla Cissé ou d'Ibrahim Boubacar Keïta, le futur président du Mali se retrouvera face à un certain nombre de défis à relever au cours de sa mandature. Le président élu devra poser des actions afin d'améliorer les secteurs de sécurité, d'éducation ou encore de chômage des jeunes. Il aura également à faire face à des conflits intercommunautaires qui prennent de l'ampleur dans le centre du pays. Le vainqueur du duel entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, et l'opposant Soumaïla Cissé entrera donc en fonction début septembre avec la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg dont l'application accumule les retards.
Dimanche, les bureaux de vote n'ont pas connu de forte affluence en raison d'une météo pluvieuse, des risques de violence ou encore du manque de suspense. Le taux de participation s'annonce donc faible avec une estimation de 22,38% par l'ONG locale POSIM qui disposait de plus de 2000 observateurs sur le terrain. Au premier tour du scrutin, la participation avait été de 42,7%. Le jour même de l'élection, le président candidat et son adversaire, qui s'apprécient peu, se sont livrés à une nouvelle passe d'armes sur la fraude électorale. Et parlant toujours du second tour de la présidentielle au Mali, plus de 8 millions d'électeurs étaient attendus dans 23 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Mais après l'ouverture des bureaux de vote, le premier constat fait est le faible taux d'affluence observé, notamment à Bamako. Alima Bentouré, notre correspondante pour Sika TV. Aujourd'hui, plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour élire le prochain président de la République. C'est dans un calme général que les opérations se déroulent, comme dans ce centre où le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta vient d'accomplir son devoir citoyen. Quant au candidat Soumaïla Cissé, lui, a voté chez lui à Nianfouké, dans la région de Tombouctou. Si l'affluence n'a pas encore atteint celle du premier tour, les quelques électeurs que nous avons interrogés s'attendent à un Mali apaisé et sécurisé. Je viens voter pour exprimer ma citoyenneté, exprimer ma malienneté et exprimer le triomphe de la démocratie sur la violence et les esprits déviants qui auraient souhaité autre chose. Le Mali d'après le 12, ce sera le Mali où le président élu va être respecté, connu de tous, et en même temps que la personne qui n'aura pas gagné va accepter les résultats des scrutins sans surtout les problèmes sociaux. Une fois que cela est bon, on va essayer non seulement que la partie qui a gagné va travailler, mais aussi que les opposants soient là comme contrepoids afin que le Mali puisse réellement trouver le sens du développement. Après ça, c'est le bonheur des Maliens. Le bonheur des Maliens en essayant de sauvegarder leur honneur également. L'enjeu majeur de ce second tour est de faire voter le maximum de citoyens maliens quand on sait qu'au premier tour, ce sont plus de 800 bureaux de vote qui n'ont pu ouvrir à cause des menaces et des attaques terroristes dans le centre et le nord du pays. À 7 mois de l'élection présidentielle sénégalaise, l'opposition réunie au sein du Front de résistance nationale a opté pour la stratégie de la rue pour faire pression sur le régime de Macky Sall. Les membres du Front ont encore donné de la voix. Plus de précisions à travers cet élément. On ne sait toujours pas à 7 mois si deux des principaux candidats de l'opposition, Karim Wade et Khalifa Sall, pourront participer au scrutin de février 2019. Macky Sall et son régime sont déterminés à confisquer les élections. Ce sont là les mots de Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Teki et membre du Front de résistance nationale. Depuis début 2018, c'est la 4e fois que l'opposition investit la rue. Et toujours avec le même message, il faut revoir le processus électoral. L'opposition multiplie les initiatives pour faire valoir ses revendications, montrer qu'elle a encore du poids. En plus d'occuper la rue, les leaders du Front de résistance nationale ont rencontré plusieurs chancelleries européennes ainsi que les autorités religieuses. Mais à 7 mois de la présidentielle, aucun projet politique, aucune alternative ne se dégage réellement. Pas question non plus de présenter un candidat unique, les individualités sont trop fortes. Reste à savoir jusqu'à quand cette unité de l'opposition que certains qualifient de façade tiendra. En face, le camp de Macky Sall, très structuré, est déjà sur le terrain pour défendre son bilan. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa était à Kinshasa pour rencontrer son homologue congolais Joseph Kabila. Et ce, dans le cadre d'une visite de travail 2 jours après le retrait de ce dernier de la course à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Voici les images. Ramaphosa a été accueilli par Kabila à la Cité de l'Union africaine pour une visite de travail à Kinshasa, selon un communiqué conjoint publié à l'issue de cette rencontre. La télévision publique a diffusé des images de l'arrivée de Cyril Ramaphosa dans la capitale congolaise, suivie d'un échange d'accolades avec le président Joseph Kabila. La visite du président sud-africain intervient 48 heures après que Kabila, qui ne pouvait pas, selon la Constitution, se représenter aux élections prévues le 23
décembre, ait désigné un dauphin, une première dans l'histoire d'un pays qui n'a jamais connu d'alternance démocratique. Les deux chefs d'État ont évoqué l'évolution de la situation politique, électorale et sécuritaire en RD Congo, ainsi que le renforcement des relations entre leurs deux pays et les questions d'intérêt régional selon le communiqué. Ramaphosa et Kabila ont pris note des progrès importants accomplis dans le processus électoral en cours en RD Congo. Président en exercice de la Communauté de développement et de l'Afrique australe, le président sud-africain a félicité son homologue congolais d'avoir honoré sa parole pour le respect de la constitution de la RDC, note le document. Kabila a choisi son ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat de la majorité à la prochaine présidentielle. L'ensemble des organisations et pays impliqués dans la crise congolaise se sont félicités que le président ait tenu son engagement de respecter la Constitution. L'Afrique du Sud est un des principaux partenaires économiques de la RDC sur le continent africain. Page sport à présent, 1-0. C'est sur ce score que le Mali a remporté le trophée de la 8e édition du tournoi de football des sourds de l'Afrique de l'Ouest. L'événement s'est déroulé dans la capitale togolaise Lomé du 3 au 11 août dernier. Ferdinand Galé, notre correspondant au Togo, pour le compte rendu. Le Mali a pris sa revanche sur le Nigeria à cette 8e édition du tournoi de football des sourds de l'Afrique de l'Ouest. 1-0. C'est sur ce score que le Mali remporte le trophée de cette compétition dans la capitale togolaise ce 11 août. Le but a été marqué au début de la seconde partie. L'année passée, on a perdu à Bamako 2-1. Cette année, on a gagné au Togo ici 1-0. Très satisfait du voyage. Vous savez que depuis qu'on a perdu contre le Nigeria à Bamako ici, on n'a pas cessé de nous entraîner. Même pendant le mois de carême, où on fait toute la journée sans manger, le soir, après avoir cassé le jeûne, les jeunes jouent jusqu'à 23. La 3e place est acquise par le Togo qui a battu le Ghana au tir au but sur un score de 4-2. Le Nigeria accuse l'arbitrage pour sa défaite face à l'équipe malienne. Le ministre des Sports togolais, représenté par le directeur de cabinet à cette finale, apprécie le fair play qui a prévalu au cours de ce tournoi pour lequel les autorités ont été prévenues de son organisation sur leur territoire qu'à la dernière minute suite au désistement du Niger. Pour nous, c'est une satisfaction parce que nous avons été informés au tout dernier moment, à quelques jours du démarrage de cette compétition, et alors que des pays participants étaient déjà en route pour Lomé. Et tout de suite, le ministre des Sports a donné des instructions afin que toutes les dispositions soient prises pour faciliter le séjour aux participants à cette compétition. Il est très content parce que son objectif a été atteint. Et son objectif en premier lieu est de faire tout pour une cohésion entre tous les sous de l'Afrique de l'Ouest. Il veut montrer aux autres pays comment, par exemple, les attendants, les personnes normales, la façon dont ils organisent les choses et réussissent, tout ça là, il veut montrer aux autres personnes, en attendant que les sous aussi sont capables, les personnes malentendantes sont aussi capables à une très bonne organisation au milieu sportif. Le rendez-vous est donc pris à l'année prochaine pour la 9e édition du tournoi de football des sourds de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir et à très bientôt.